Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est David de la chaîne L'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live un spécial tempérament avec Jean-Brice Tivan qui va arriver d'ici quelques instants. Pour commencer, confirmez-moi que tout fonctionne bien, que le son est correct, que l'image est bonne pour qu'on puisse démarrer. Alors, je vérifie de mon côté. Ça a l'air de fonctionner. Le son, il est bon. Ok, ça fonctionne. On va pouvoir démarrer. Donc, que je ne me trompe pas. Voilà. Hop. Et voilà, Jean-Brice est avec nous. C'est arrivé d'un coup, d'un seul. Bon, euh, alors Jean-Brice a une chaîne YouTube. Et puis il a surtout une école de naturopathie. Alors je vous ai mis en bas à gauche, vous voyez le lien vers son site, alsacenaturo.com. Et bah écoute, Jean-Brice, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Il y en a pas mal qui te connaissent. D'abord, merci à toi de m'accueillir sur ta chaîne que je suis depuis un petit moment, voilà. Et d'ailleurs, tu fais partie de ceux qui m'ont donné envie aussi de diffuser quelques informations sur YouTube, de créer ma chaîne. Voilà, écoutez, moi je suis naturopathe depuis une trentaine d'années. J'ai fait l'Institut Rousseau-Marchesso à Paris à l'époque. Et puis bon, je suis issu d'une famille où on était déjà dans le bain depuis très longtemps. Voilà, j'ai grandi à l'adolescence, on va dire, avec un père qui avait déjà fait l'Institut Marcel Rouet à l'époque. C'était très anciennes études de diététique naturopathique de l'époque. Et j'ai décidé donc, après mes études, après avoir fait un petit peu des consultations, travaillé, tout ça, de commencer à faire des ateliers et tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai créé une formation suite à des demandes que j'ai eues. Et voilà, je dis, en fait, je me réalise bien dans l'enseignement, mais j'apprends en même temps énormément. Et puis j'ai fait évoluer la formation de naturopathie vers d'autres domaines que la naturopathie, en particulier toute l'approche psycho-émotionnelle des maladies. Et j'ai fait une synthèse d'une approche vitaliste hygiéniste avec d'autres domaines de la santé, de la compréhension de l'humain. Voilà, et là je suis aujourd'hui avec toi David pour parler de psychobiomorphologie et de tempérament. Voilà. Bon, alors, bah, on a fait ce live parce que je pensais avoir le temps de créer une vidéo sur les tempéraments, mais j'ai pas eu le temps et très sincèrement, je suis quand même très loin d'être suffisamment calé. Donc, c'est vrai que c'était l'occasion avec toi de pouvoir faire d'une pierre deux coups, de pouvoir faire une vidéo sur les tempéraments et puis d'avoir quelqu'un qui est vraiment compétent dans le domaine. Voilà, Voilà. alors, hein? Compétent, voilà, il y a des niveaux de compétences. Voilà. Oui, C'est mais vrai que j'ai disons que... aussi pas mal de temps, mais voilà, après, c'est un monde, donc voilà, faut rester humble. Alors, attends, je vérifie juste que tout fonctionne bien. Hop, je vais me mettre la fenêtre du chat bien visible, hop, ici, sur cet écran-là. Parce que si jamais il y a un problème ou si jamais il y a quelque chose, eh ben, j'ai envie de le voir avant de discuter dans le vide pendant je ne sais pas combien de temps. Voilà. Alors ça, c'est bon. Ok. Alors, on est calé. Ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. Et donc, on va pouvoir commencer. Alors, avant de répondre à vos questions, donc il y a pas mal de questions qui ont déjà été posées. On les affichera tout à l'heure. Avant de répondre aux questions, on va faire une petite introduction. Et je vais poser des questions à Jean-Brice pour qu'il nous explique un petit peu voilà, ce que sont les tempéraments. Alors, je sais pas, alors moi je t'avais déjà posé, je t'ai envoyé les questions, Jean-Brice, quelques questions, un peu dans le désordre. Bon, la première question, si c'est pas, enfin si tu penses qu'il vaut m'expliquer les choses différemment, tu me le dis. Mais la première question qui me vient, c'est pourquoi est-ce qu'on a recours au tempérament en naturopathie? Mais
Disons que c'est quelque chose d'historique, hein. Il faut bien comprendre que dès qu'il y a eu une médecine mise en place par Hippocrate, il a de suite utilisé des tempéraments. C'est-à-dire que en naturopathie, on part pas du symptôme, on part de l'individu. Et donc, il faut comprendre cet individu et il faut connaître, il faut être capable d'évaluer ce sur quoi tout est fondé la naturopathie. C'est ce qu'on appelle le vitalisme, la vitalité. C'est-à-dire qu'avant de se lancer dans n'importe quel type de conseil, on va l'individualiser en fonction du niveau de vitalité d'un individu. Et cette vitalité, ce vitalisme, en fait, qui est la philosophie de la naturopathie, est basé sur donc l'expression, la compréhension de la force vitale auto-guérisseuse. Et il faut un outil pour évaluer cette force vitale. Et cette force vitale, elle a la particularité d'être première par rapport à la matière et de la structurer, de la modeler en fonction de son expression. Et les formes de notre corps vont être l'expression de cette vitalité. Et c'est du moins comme ça qu'Hippocrate avait utilise cet tempérament et comprend l'humain. Et on ne peut pas faire l'économie d'un bilan de vitalité en naturopathie. Donc la question, c'est comment évaluer cette vitalité. Il y a l'anamnèse, il y a des questions qu'on peut mettre en place, mais le corps, lui, ne ment pas. Et l'évaluation de cette vitalité à travers les formes du corps vont permettre aux praticiens de bien connaître un petit peu le métabolisme. Est-ce que cette personne qui est en face de nous, elle est plus sur un mode stockage, anabolisme, ou plus sur un mode de catabolique, de difficulté à prendre de la matière, de la structure, de la masse musculaire. Et puis, on ne peut pas appliquer n'importe quelle technique naturelle de santé. Par exemple, une technique d'exercice physique, une technique d'hydrothérapie chaude ou froide. On ne va pas l'appliquer de la même façon sur un individu qui a une capacité réactionnelle qui est faible par rapport à quelqu'un qui serait capable d'encaisser des agressions, des gros stress. Donc, le niveau d'application d'une technique, la quantité, la contrainte auquel on soumet un individu, soit le stimuler, soit le revitaliser, etc., doit se faire en fonction de son niveau de vitalité. Et la morphologie nous donne des informations là-dessus. Alors, elle nous donne aussi de nombreuses informations aussi sur le fonctionnement psychologique d'un individu, sur ses besoins, etc. Et on a moins de chances de se tromper, en fait, lorsque on observe le corps que si on écoute le mental d'un individu. Parce que les gens vivent avec des croyances, ils viennent dans des consultations avec des idées préconçues, et ils nous disent ouais, moi je fais ça, ça me réussit bien. Alors bien sûr qu'il faut écouter, le patient c'est important, mais le corps va nous donner d'autres informations plus objectives, à condition bien sûr de savoir les interpréter sans se tromper, ce qui n'est pas toujours évident. On est dans la caricature du moins, mais en tout cas on va avoir accès à de nouvelles informations du moins. Voilà un petit peu l'intérêt de cet outil-là, c'est surtout de le mettre en place lors du bilan de vitalité et de savoir un peu mieux à qui on a affaire. Ok. Alors, autre question, pourquoi est-ce qu'il y a différentes typologies, différents modèles de tempérament? Moi, je parle souvent des tempéraments hippocratiques parce que c'est un modèle assez simple avec 4 tempéraments. En naturopathie, il y a le modèle dont tu vas parler, je vais montrer des petites photos tout à l'heure, mais on a le modèle avec 7 tempéraments. Voilà pourquoi il y a plusieurs tempéraments. Alors c'est intéressant, il y en a beaucoup plus que ça, des tempéraments, parce que dans l'histoire de la compréhension de l'humain, de la psychologie, beaucoup, il y a des domaines où ça a été beaucoup utilisé, la psychomorphologie. D'ailleurs, ce dont je parle aujourd'hui, c'est non pas la psychomorphologie, il y a un institut en France qui existe, c'est Louis Cormand qui en est le fondateur dans les années 80, c'était un psychiatre. Mais lui, il fait le lien entre psychisme et morphologie. Il y a pas mal de psychiatres qui ont utilisé ça au cours du siècle, qui ont essayé de faire leur typologie. Moi, j'utilise la psychobiomorphologie. C'est une synthèse entre les formes du corps, l'aspect psycho-émotionnel d'un individu, mais aussi tout son fonctionnement organique. Et c'est cette synthèse-là que j'essaye de mettre en place à travers les différents outils que j'ai eus pour bien comprendre l'approche globale. Mais s'il y a différentes typologies, c'est parce qu'il y a différents modes d'approche de la compréhension de l'humain. Les psychiatres
vont utiliser leurs outils de la psychiatrie pour interpréter des comportements et les associer à une morphologie particulière. Par exemple, dans les années 30, Kretschmer, qui est un psychiatre allemand, avait observé que les personnes qui faisaient des pathologies de type cycloïde, hein, vous savez, des dépressions un peu maniaco-dépressives, des cycles, voilà, des poussées avec des phases lentes, etc., avaient une morphologie un peu plus trapue, un peu plus repliée, arrondie, alors que ceux qui faisaient des crises, des pathologies de type épileptoïde, comme il appelait ça, c'est-à-dire basées sur des convulsions, des spasmes, avaient une morphologie plus musculaire. Et il a fait comme ça des statistiques et il s'est aperçu qu'en fonction des pathologies psychiatriques, on retrouvait plus statistiquement certaines formes pour chacune d'entre elles. Mais d'autres universitaires, par exemple comme Sheldon, a mis en place une typologie, lui, avec 3 tempéraments, qui est très connue et très utilisée aujourd'hui, par exemple, dans le monde du fitness, avec l'endomorphe, le mésomorphe, l'ectomorphe. Et s'il a mis en place cette typologie-là, c'est parce que lui avait une vision à la fois médicale. Alors, il a pris des étudiants, énormément d'étudiants, il a fait des mesures anthropométriques, et il les a associés à leurs traits de caractère qu'il leur a fait faire suite à des tests psychologiques. Et ce qui est intéressant dans son approche, par exemple, c'est qu'il a fait un lien avec l'embryologie. Il s'est aperçu que l'endomorphe, ça vient d'endoderme. Embryologiquement, c'est des tissus qui vont permettre la formation du système digestif. Et quand il y a un système digestif qui est dominant chez les individus, il s'est aperçu que les traits de caractère qui étaient associés étaient beaucoup plus sociables, une certaine bonhomie, une certaine adaptation au stress, différente de ceux qui avaient une morphologie très fine, très élancée. Les ectomorphes, qui est un dominant du système nerveux. Voilà. Et ainsi de suite, pour le mésomorphe, c'est le système musculaire qui va dominer. Donc en fait, c'est lié à l'observation et c'est surtout lié à leur compétences, à leur domaine de compétences. Et effectivement, toi, tu utilises la typologie d'Hippocrate, qui est sans doute une des plus riches et des plus intéressantes. Elle est Hippocrate, à l'époque, il faut savoir que les personnes n'avaient qu'une spécialité. Un médecin n'était pas que médecin. Il était philosophe, il était psychologue, il était astronome, il était même musicien. Ils avaient une connaissance hyper élargie de l'humain et une synthèse de l'observation entre la forme du corps, bien sûr, mais aussi les dominantes qu'il observait à travers les comportements des gens, à travers les organes qui dominaient, à travers les humeurs, etc. Donc voilà, il a fait un énorme travail qui est très profond, qui met en lien l'individu avec les saisons, avec l'influence énergétique des planètes. Enfin bon, c'est une grosse synthèse. Hein. Hippocrate, c'est sans doute une des plus intéressantes, mais on a perdu cette notion synthétique et globale. Et aujourd'hui, la classification naturopathique reprend et synthétise toute cette histoire, en fait. Que ce soit les travaux de Sheldon, d'Hippocrate, de Kretschmer, de tout, d'autres noms, de Sen, de Jung même, hein, qui avait écrit des tempéraments psychologiques. Et voilà, c'est un aboutissement, la classification naturopathique. Donc, il faut rendre à Marcheseau, Rousseau, Kiefer, qui sont les grands noms de cette classification. Voilà, c'est eux qui ont fait cette synthèse-là. J'essaye d'aller des fois encore un petit peu plus loin en faisant un lien avec l'embryologie et l'aspect psycho-émotionnel, mais voilà, il faut leur rendre hommage par rapport à la synthèse qu'ils ont faite et un modèle qui est complètement différent des autres. Tous les autres modèles décrivent des tempéraments, mais dans la classification naturopathique, vous avez un individu central, le musculaire, et puis 2 branches. Hein, vous verrez sur le schéma, je pense que tu es en train d'utiliser. Il y a la branche des neuroarthritiques et la branche des sanguinopléthoriques. Et il y a comme une forme de hiérarchisation sans qu'il y ait de jugement, hein, mais il y a à travers cette classification une notion d'évaluation de la vitalité vers un individu central qui sert de référence en termes de santé et de vitalité,
qui est le musculaire, qui serait équilibré sur le plan nerveux, glandulaire, dans l'ensemble des fonctions. Alors que dans les autres classifications, il n'y a pas forcément d'équilibre, de point d'équilibre. Voilà, il n'y a pas de tempérament idéal en termes vitalité. Et c'est la seule classification qui a été conçue comme ça. Voilà un petit peu pour brosser le tableau de ces différentes typologies, de leur histoire et de ce pourquoi il y a différentes typologies. Ça dépend des spécialités de ceux qui ont créé ces typologies-là. Ok, bon, c'est très clair et très complet. Alors, autre question. Alors, je vais pas en poser 50 parce qu'après, on va quand même répondre aux questions qui ont été posées. Euh, Est-ce que ça a un intérêt pour un patient de savoir quel est son tempérament, et éventuellement de lire des livres pour lui-même déterminer son tempérament? Alors oui, c'est un outil de connaissance de soi. Il y en a plusieurs, hein, il y en a énormément. C'en est un qui est intéressant déjà pour soi, effectivement, pour connaître au départ ce qu'on appelle la constitution. La constitution, c'est un petit peu l'inné, ce que nous ont transmis nos parents. Et un tempérament, c'est la rencontre entre cet inné et notre vie. Hein, notre corps a été soumis à des contraintes, à des expériences. Et les formes de notre corps, l'expression de cette énergie vitale qui est en nous, c'est la rencontre de l'inné avec cet acquis. Et aujourd'hui, le résultat de ce que nous sommes, eh ben, c'est intéressant de pouvoir l'objectiver pour quelqu'un, de savoir éventuellement quels sont ses points forts, ses points faibles, et se dire, ben, voilà, j'ai entendu dire qu'il est très bon de manger ça, que ce régime-là est super, que cette méthode d'exercice physique, elle est parfaite, mais est-ce qu'elle va me convenir? Est-ce que j'ai assez de répondants? Est-ce que j'ai un terrain, on appelle ça aussi le terrain, hein, la constitution en naturopathie, qui va me permettre d'encaisser ce programme-là et est-ce qu'il va me convenir? Ou est-ce que je suis fait davantage pour autre chose et je veux mettre moins d'intensité, etc. Donc, même une personne qui ne va pas consulter, si elle connaît bien son tempérament, si elle est capable d'évaluer un petit peu ses ressources, elle va peut-être faire des choix, être plus prudente et se dire aussi que il n'y a pas de vérité en santé, en naturopathie, il n'y a que des expériences et des choses adaptées à chacun d'entre nous. Et voilà, c'est un outil de connaissance supplémentaire. Mais après, rien ne vaut l'expérience, bien évidemment. Et disons, ça évite de faire de grosses bêtises au départ, peut-être. Ouais, ok. C'est un outil de connaissance des autres, c'est un outil de tolérance. Hein, bien comprendre qu'un sanguin, il ne va pas vivre de la même façon qu'un rétracté nerveux. Ils vont même pas forcément s'entendre et se comprendre. Sauf s'il y a peut-être une approche grâce à cette notion-là, et qu'ils ont quelques notions qui vont lui permettre de mieux communiquer, de comprendre pourquoi l'un est extraverti, pourquoi l'autre face au stress, il va s'introvertir et se réfugier dans sa hutte, quoi. Mm. Voilà. Ouais, la chose à comprendre pour les personnes, c'est qu'il n'y a pas un bon tempérament et un mauvais tempérament. C'est juste pour décrire une réalité physique, psychique. Voilà, donc il n'y a pas à chercher un Alors, idéal. c'est exact, mais la nature ne juge pas. Hein. Il n'y a pas de bon ou de mauvais dans la nature. Hein. Ça n'existe pas, la morale, le bon, le Mm. mal. On dépasse ce concept-là, bien sûr. Il n'y a que des adaptations, en fait. Et un tempérament, une personne qui a une forme particulière, elle est déjà dans une forme d'adaptation et de rapport au monde. Hein, elle a déjà vécu des choses qui fait qu'aujourd'hui, elle est ce qu'elle est et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, en fonction de ça, elle va essayer de trouver ce qu'il y a de mieux pour elle pour être le plus à l'aise dans ce monde-là. Voilà. Donc, c'est juste savoir voilà, ce qui me convient le mieux pour souffrir le moins possible. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester figé dans un tempérament. Il y a deux écoles et effectivement, on verra qu'on peut faire évoluer un tempérament et l'idéal en naturopathie, il y a une démarche, on va dire une approche en naturopathie, c'est qu'il faut toujours aller vers plus de santé. Et vers plus de santé, c'est se rapprocher du tempérament musculaire qui serait le plus équilibré en soi. Mm. Mais pas le meilleur tempérament. Hein, on est bien d'accord. Celui qui serait le plus à l'aise dans différents domaines, on pourrait dire comme ça. Ouais, nickel. Bon, allez, c'est une bonne petite intro. On va directement passer aux questions pour pouvoir répondre au maximum de questions. Alors, bah, de toute façon, je vais les lire, les questions. Moi, je t'écoute.
hop, voilà. Alors un petit affichage différent pour... bon, allez, on fera ça après. Alors la première question, c'est Christophe, 34 ans. Pouvez-vous citer des personnalités célèbres dont le tempérament est nerveux, lymphatique, bilieux et sanguin? Oui, alors on va prendre par exemple un nerveux, un tempérament type nerveux, ça serait en ce moment Éric Zemmour par exemple. Hmm. Éric Zemmour, on a un vrai rétracté avec une dominante nerveuse très forte, hein, des traits très fins, un intellectuel qui va dominer, hein, un mental qui va dominer sur tout le reste, avec un corps décharné derrière qui est secondaire. Tout passe par le mental. Donc là, on a un hyper nerveux, mais brillant, hein. On est bien d'accord que voilà, lui, il se réalise dans le mental avant tout. Ensuite, tu m'as dit Ben, en fait, les quatre tempéraments hippocratiques. Donc là, tu as parlé du nerveux. un lymphatique, ça serait alors comment dire, ça serait une personne très dilatée, pâteau, un Raymond Barre. Hein, alors c'est pas de la génération des jeunes d'aujourd'hui, mais voilà, pour ceux qui se souviennent, il s'endormait au Sénat, enfin à l'Assemblée. Et voilà, son énergie digestive commençait à baisser. Donc, par contre, ça leur donne cette dilatation, hein, qu'ils ont, ce côté, on va dire, très lymphatique, comme on dit. Ça leur donne une capacité d'observation, de réflexion, de minutie, qui est vraiment intéressante. Ce sont des gens qui sont lents, mais qui vont être posés et réfléchis. Et donc voilà, après, il avait d'autres qualités. Hein, voilà. C'est des caricatures, hein, on est bien d'accord que Ouais. on reste caricatural. Hein. Un sanguin, ça serait alors des personnalités, ça serait un Dupond-Moretti, ministre de la Justice, très bon orateur, très bon communicant, ça fait des bons chefs d'entreprise, bons vivants, hein, c'est quelque chose qui est important pour eux, ils comprennent pas les rétractés, qui sont ascètes, voilà, et ça fait des bons hommes d'affaires, des avocats, voilà. Et des bilieux, bah, ça serait beaucoup de sportifs. Beaucoup de rugbyman sportifs, par exemple, je sais pas, le champion du monde, Dupont, le joueur de rugby le plus connu actuellement, là, qui a été élu meilleur joueur du monde. C'est des marins, c'est des sportifs, voilà. On va trouver là des qualités de meneurs, des qualités sportives, des qualités de combattants, des qualités martiennes. Hein, c'est la planète du combat et de la volonté, hein, le bilieu. Voilà, alors après des gens connus qui ont un côté bilieux, c'est comme ça, j'en ai pas qui me viennent, mais c'est tous les sportifs. Voilà, hein, enfin. Donc j'ai un côté bilieux pour ceux qui me regardent. J'ai une projection en avant de mon visage, j'ai un visage assez carré avec des traits très sténiques, c'est-à-dire très tendus. Et voilà, c'est pour vous donner une idée de ce que c'est que l'aspect bilieux. Ok. Alors, j'essaie de faire plein de choses en même temps. On va passer à la prochaine question. Alors, quelqu'un qui nous a déjà posé quatre questions, je vois. Alors, la question, faut que je la lise parce qu'elle est un peu longue. Alors, pensez-vous qu'un tempérament sanguin peut tout digérer? Un exemple, ma femme, teint rosé, assez forte, toujours chaud, peut manger n'importe quoi, elle va le digérer sans problème et en peu de temps. Et moi, frileux, teint pâle, voire malade et plutôt mince, c'est le contraire. Avec le même repas, ma digestion se fait sur plusieurs heures, ballonnement et rototo. C'est exactement ça. La qualité principale du sanguin, c'est sa puissance digestive, entre autres. Hein. C'est d'ailleurs aussi ce qui va causer sa perte s'il vit dans des excès important, puisque les sanguins sont des hyposensibles, c'est-à-dire que ils sont tellement à l'aise dans le monde dans lequel ils ont telle puissance digestive sur le plan alimentaire que quoi qu'ils mangent, ça va passer. Alors bien sûr, avec le temps, en vieillissant, hein, s'ils évoluent vers un tempérament plus digestif, ils vont perdre un peu de cette puissance-là. Mais attention, ce n'est pas parce qu'ils digèrent tout que ça ne va pas avoir des conséquences sur leur santé plus tard. Ce sont d'ailleurs ce type de tempéraments qui, en vieillissant, font des maladies métaboliques, hein, de l'hypertension, qui ont tendance bien sûr au surpoids, derrière faire des pathologies cardiovasculaires de ce type-là. Voilà, mais attention, ça dépend bien sûr de leur mode de vie, de leur hygiène de vie. Hein. Il n'y a pas que, c'est pas quelque chose de définitif.
Effectivement, lui ne doit pas comprendre puisque, donc, hein, si j'ai bien compris, c'est le mari, hein, c'est ça? Bah, a priori, oui. Et qui, lui, ne peut pas manger autant en quantité et en qualité, voilà. Qui n'a pas la même puissance digestive et la capacité métabolique est bien plus petite, donc c'est normal. Voilà. Donc il a bien cerné, voilà, ils sont pas égaux, mais attention, hein, qui ménage bien sa monture va très loin. Et ça ne veut pas dire que l'un va être en meilleure santé que l'autre, hein, parce qu'il digère mieux aujourd'hui. Et oui, le problème, alors moi je suis un exemple parce que a priori, moi je suis un mix entre le tempérament nerveux et le tempérament sanguin. Alors, pas sanguin, le tempérament bilieux, pardon, nerveux et bilieux. Alors je suis mince, filiforme, je peux manger à peu près ce que je veux, je ne vais pas prendre de poids. Ça va être une difficulté pour moi d'arriver à prendre du poids. Et du coup, il y a plein de tempéraments comme moi qui mangent n'importe comment sous prétexte qu'ils prennent pas de poids, mais ils mangent les pires cochonneries le fait de ne pas prendre de poids, c'est pas un gage de santé. On peut très bien ne pas prendre de poids et puis avoir du gras viscéral et avoir plein de problèmes de santé. Donc voilà, donc tous les tempéraments ont leurs avantages et leurs inconvénients. Dans le monde d'aujourd'hui, un tempérament comme le mien, c'est peut-être un peu plus facile parce que c'est vrai que on a tellement de nourriture que les tempéraments qui sont capables, avec 3 feuilles de salade, de faire 3 kilos de muscles, et ben eux, ils ont beaucoup de problèmes aujourd'hui parce qu'il y a une telle abondance, une telle profusion et puis des aliments hyper caloriques que c'est vrai que voilà, c'est compliqué pour certaines personnes, pour certains tempéraments. Et puis c'est surtout que nos aliments, ils sont de plus en plus appétants. Enfin voilà, euh, c'est un problème. Ce qui est difficile pour un sanguin, un dilaté, c'est de maîtriser la pulsion. La pulsion, son instinct de vie, à lui, elle est très très forte sur le plan de l'appétit, de l'envie de manger, se remplir. Il y a un lien avec le conflit d'abandon, avec des manques affectifs, et puis ce fameux gène économe qui fait qu'il stocke énormément. Donc effectivement, eux, ils ont du mal à se contenir. Et puis c'est une jouissance, l'aliment. Pour eux, bien plus que pour un rétracté qui est capable de mettre du contrôle par le mental et de se réfréner et de s'écouter. C'est-à-dire que plus on est rétracté, plus on développe une sensibilité qui permet de faire certains choix et de maîtriser la pulsion. D'ailleurs, ce contrôle peut jouer aussi des tours à certains. Alors qu'un sanguin aura du mal à s'arrêter, arrêter de se faire plaisir. Hein, et il va le faire que lorsqu'il sera vraiment à la limite de la pathologie grave et qu'il sera vraiment en alerte. D'ailleurs, ils attendent tout le temps d'être malades avant de réagir. Hein, c'est quand ils ont eu un gros coup que eux réagissent. Quoi. Avant, ça sert à rien d'essayer d'expliquer à un sanguin d'éviter de manger tel ou tel aliment, de se réfréner sur ça. Voilà. Il ne le comprend pas, il ne l'accepte pas. Mhm. Ouais, et les rétractés, hein, les tempéraments comme moi, c'est les clients parfaits pour les régimes les plus extrêmes parce que leur mental est tellement fort que ils sont capables de faire subir n'importe quoi à leur corps s'ils pensent que c'est bon. Hein, on va dire, s'ils pensent que c'est bon pour eux, ils sont capables de faire n'importe quoi. Moi, je l'ai un petit peu fait quand j'étais plus jeune. Mm. Euh, et on oublie, en fait, on se rend pas compte que notre corps. Enfin, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Moi, j'ai été végétarien, j'ai été frugivore, j'ai eu une petite période de végétalisme. Je perdais du poids, je perdais du poids, je perdais du muscle. Mais vu que ma tête me disait que si, c'était bien, qu'il fallait que je continue, et ben je le faisais. Et le risque, c'est d'aller trop loin. Moi, il m'a fallu des années pour remonter la pente. Le risque, c'est d'aller trop loin, dépasser les limites du corps. Et des fois, c'est réversible. Il y a des gens, quand ils se sont abîmés les dents, bah, malheureusement, avec plein de microcaries, c'est irréversible. Hein, on ne pourra pas revenir en arrière. Voilà, donc les tempéraments rétractés comme moi, attention, attention. C'est les meilleurs clients en naturopathie. Hein. Comment? C'est les meilleurs clients en naturopathie. Ouais, ouais. Parce qu'ils ont besoin d'une compréhension de ce qu'ils doivent mettre en place. Ils privilégient la théorie à l'expérience réelle. Mm. Et s'ils ont la croyance que la théorie est bonne, ils ne seront pas suffisamment dans leur corps et dans l'écoute pour changer les choses. La Mm. théorie prime sur la pratique. Ouais.
Et alors que les dilatés, c'est l'inverse. Ils fonctionnent par flair, par essai-erreur, par pratique, mais eux, c'est pour leur faire comprendre que c'est difficile. Voilà. Mais Mm. attention, tout le monde, c'est caricatural aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Next. Alors, autre question. Alors, une question de Sarah. Bonsoir, est-ce que le sport peut modifier notre tempérament? Je suis plutôt nerveuse et je n'aime pas mon tempérament. Qu'est-ce qui peut changer un tempérament? Alors tout peut changer un tempérament, c'est-à-dire que le principe de la naturopathie, hein, c'est de mettre en place des conseils en hygiène de vie qui améliorent la vitalité d'une personne, c'est-à-dire qu'ils la remontent d'un tempérament. Pour remonter quelqu'un d'un tempérament, eh ben, il faut regagner essentiellement de la masse musculaire. On va dire, c'est le principe vital le plus concret, hein, voilà. Et pour ça, ben, il faut réassimiler un petit peu mieux, créer de la demande cellulaire pour que les cellules soient demandeuses et fixent, hein, des protéines, les graisses, etc., pour fabriquer de la matière. Et remonter d'un tempérament, ben, c'est ça. L'exercice physique fait partie des outils essentiels pour remonter son tempérament. Et quand on est de tempérament nerveux, donc très rétracté, qu'on fonctionne vraiment dans le mental, qu'on s'épuise dans son mental, on ne peut pas faire non plus n'importe quel type de pratique. Voilà, on ne va pas s'épuiser dans des pratiques d'endurance hyper longues qui vont encore plus décharner la personne. Donc, on va essayer au contraire de restructurer et redonner de la masse musculaire, de la souplesse aussi. Les rétractés en vieillissant peuvent faire des maladies arthritiques et perdre de la souplesse. Donc, c'est aussi important de garder ça. Et puis, bien sûr, on va garder aussi et essayer de remonter les capacités respiratoires. Le respiratoire, quand il devient cérébral puis nerveux, perd aussi les capacités d'endurance. Donc, il faut quand même travailler en même temps ça, mais la priorité, ça va être de faire du muscle. Effectivement. Ok. Alors peut-être que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que pour qu'un tempérament nerveux devienne un tempérament trop éloigné, c'est peut-être pas possible, hein. Un tempérament rétracté, je pense pas qu'il puisse devenir un tempérament dilaté. Donc il Non. faut pas espérer des choses impossibles. Et c'est bien, donc là j'affiche la photo avec les 7 tempéraments. Comme ça les gens comprennent que ils peuvent passer d'un tempérament à un niveau, on va dire supérieur, hein, dans le dessin. Et non pas, ça va être compliqué pour un tempérament nerveux d'arriver jusqu'à un vrai tempérament musculaire. Alors, voilà. Il faut une vie pour gagner un petit tempérament, et Mm. encore, c'est difficile. Par contre, en une vie, on peut descendre de 2 ou 3 tempéraments. C'est-à-dire que des vrais coups durs dans la vie, une hygiène de vie catastrophique, peut nous faire vraiment involuer, entre guillemets, hein, c'est pas jugement, mais c'est en termes de vitalité de santé. Un musculaire peut évoluer vers un digestif, hein. Voilà, des sportifs de haut niveau, on en connaît, qui étaient au taquet, qui en l'espace de 15 ans de sédentarité, de laisser aller complet, peuvent devenir des digestifs, hein, ça arrive. Voilà, c'est tout à fait possible. Et dans l'ordre inverse aussi, il y en a quelques musculaires qui peuvent devenir de vrais rétractés nerveux, hein. Voilà. Alors après, dans la vie, c'est plutôt ce qu'on observe, hein. On va dire que un homme de 20 ans pourra être un tempérament musculaire. À 40 ans, il va commencer à Ah, gentiment gonfler et à descendre vers le sanguin, le digestif, voire l'obèse, hein. Donc c'est effectivement ce qu'on peut voir pour les tempéraments qui ont tendance à être dilatés. Et puis bah, on peut voir aussi des gens qui se dessèchent avec l'âge et qui deviennent de plus en plus comme des pruneaux tout secs. en fait, on va aller vers une. Il y a toujours une petite nature profonde en nous. C'est-à-dire que même si on est, on va dire, respiratoire, ou proche du musculaire, etc., on aura toujours une petite tendance à la dilatation ou à la rétraction. Et en vieillissant, on va vraiment basculer du côté de cette petite nature profonde. Et voilà, c'est là, à ce moment-là qu'il faut être attentif. Et c'est là qu'il faut essayer de tenir le plus le coup. C'est pas très grave de perdre un tempérament en vieillissant, c'est quasiment normal. Mais ça nous donne une indication de ce vers quoi justement les efforts, les orientations des efforts, ce vers quoi on doit aller pour rester proche de ce tempérament qui est synonyme de vitalité, quoi, qui est le nôtre au départ, hein, pour nous.
Ouais. Je regarde en même temps ce qui se dit dans le chat, parce qu'il y a les questions et puis il y a le chat. Bon, la question sur Miguel Barthélémy qui a été relaxé après la mort d'une femme, bon, parce qu'il avait conseillé des jeûnes, des purges. Voilà, que pensez-vous de cette affaire? On va dire pas grand-chose, sauf que moi je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il conseille. À ce sujet-là, Jean Brice, il a fait une vidéo là il y a quelques jours sur les erreurs que les naturopathes. Alors, bah, il s'inclut dedans, hein, et parfois il a pu dire des choses qui, sur lesquelles il est plus tout à fait d'accord aujourd'hui, mais par contre, certains, ils font encore des grosses erreurs, à mon avis. Et donc, regardez cette vidéo-là, vous allez sur la chaîne de Jean Brice et vous verrez, moi je l'ai regardé entièrement, c'est super intéressant. Voilà. Et tu parlais de Miguel Barthélémy, c'est le médecin qui travaille avec Irène Grosjean, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Oui, hein, d'accord. Oui, j'ai écouté quelques extraits, quelques vidéos. Effectivement, c'est étonnant parce que c'est un médecin en plus, et des fois, il utilise des termes, des choses qui n'ont pas de réalité scientifique, physiologique, et c'est assez décevant. Voilà. Après, bon, effectivement, j'ai résumé quelques petites idées de ça dans la Ouais. vidéo. Après, moi, si je disais avec mes mots, enfin, pour moi, certains, c'est quand même du grand n'importe quoi. Ils disent beaucoup de conneries. Alors aujourd'hui, on sait que ce sont des bêtises, hein. Quand certains continuent à dire que on a le même tube digestif que celui des gorilles, c'est complètement aberrant de dire ça aujourd'hui, alors qu'on sait que c'est faux. Mais voilà, donc attention, plus c'est extrême, plus les régimes sont extrêmes, plus les conseils sont extrêmes, plus c'est vendeur et plus ça va attirer beaucoup de gens. Voilà, moi, je suis pas tellement intéressant pour la plupart des gens parce que je vais vous dire, manger de tout, manger des produits de saison, manger. Enfin, pour moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne vais pas vous conseiller de prendre que des jus, de prendre que des je sais pas quoi. C'est hyper simple, mais c'est comme ça que ça marche. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une émission là, sur la 5 sur la jeunesse, les chirurgies esthétiques et tout ça. Et puis il y avait une chercheuse qui disait, mais le problème, c'est que les gens, en fait, ils cherchent la pilule miracle. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que la seule chose qui marche, pour laquelle on est sûr, c'est qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, un bon sommeil, une alimentation variée, équilibrée, une activité physique adaptée. Voilà, aujourd'hui, en fait, on en est là. Mais ça attire personne, en fait. Les gens, ils s'en foutent de ces conseils qui sont des évidences. Les gens, ils recherchent des trucs extrêmes en se disant, mais ça ira forcément plus vite avec un truc extrême. Voilà, ça marchera mieux, ça ira plus vite, ce sera plus efficace. L'expérience nous montre que non. Voilà, quand on a un petit peu de recul, quand on a un petit peu d'expérience, un naturopathe, il voit beaucoup de patients, il voit beaucoup de gens différents, donc il a une expérience qui est beaucoup plus importante que monsieur et madame tout le monde qui ont comme expérience les gens qui voient autour d'eux. Un thérapeute, il voit beaucoup plus de gens et il voit parfois les dégâts de certaines choses extrêmes. Donc voilà, attention, Alors, faites pas n'importe quoi. si je peux me permettre par rapport à ce que tu dis, justement l'intérêt de l'étude, de la compréhension des tempéraments, c'est justement d'individualiser et de pas dire voilà, on peut faire un peu de tout, on va prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. C'est vrai que pour le commun des mortels, ça va bien fonctionner, il n'y a pas de souci. Par contre, il va y avoir à un moment donné des souffrances chez certains individus parce que ont fait des erreurs, parce qu'elles ont fait trop, parce qu'elles ont lu des choses et puis voilà. Et pour essayer de comprendre comment elles fonctionnent, l'étude des tempéraments va leur permettre justement d'individualiser et de se raccrocher pendant un temps à un protocole d'hygiène de vie qui va être beaucoup plus ciblé et très personnalisé, bien adapté, et de remonter comme ça. Voilà. Et il faut accepter voilà, qu'on est différent et qu'on ne peut pas tous manger la même chose, tous faire des cures de jus de légumes, faire tous du jeûne, faire tous de l'exercice intense, etc. Il y a des niveaux d'intensité à ajuster.
Voilà. Donc c'est tout l'art de la thérapie, ça, en fait, Mhm. hein. Ce qui fait la différence entre du conseil en général ou des choses qu'on peut lire, et puis ou des techniques comme les purges, machin. Ça ne veut pas dire en soi qu'une purge, faire une hydrothérapie du côlon, elle est négative en soi, hein, c'est pas ça. Mais répéter tous les jours sur un tempérament qui a déjà des difficultés pour refaire une flore correcte au niveau du microbiote, ça me paraît pas très judicieux. Voilà. Mhm. Ça va les user, ça va les fragiliser, ça va pas laisser au corps le temps de faire des choses naturellement. Et on force un petit peu la nature là où il faudrait simplement la laisser se reposer et se rééduquer toute seule, quoi, hein. Voilà. Donc c'est Ouais. ça, être à l'écoute, c'est savoir quand est-ce qu'on peut stimuler ou quand est-ce qu'on le revitalise et qu'on le met au repos et qu'on comble ses carences, quoi. Ça aussi, c'est un moyen, le bilan morphologique, de voir certaines choses. Parce que dans la morphologie, il n'y a pas que les formes du corps. Il y a aussi les traits du visage, il y a les cernes, il y a la langue blanche, la laine, etc. Tout ça, ce sont des informations qui vont permettre de savoir où en est la personne aujourd'hui, hein. Mhm. Là, je montre juste la photo avec les étages. Euh, Est-ce que tu peux juste expliquer un petit peu au niveau du visage les trois étages? Parce que tu parles de morphopsychologie et je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Oui, alors la morphopsychologie, c'est la compréhension du fonctionnement psychologique d'un individu en fonction des formes du corps. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir. Alors, le visage, c'est. En morphologie, on s'intéresse d'abord au corps en naturopathie, hein, la forme générale. Puis on va cibler ensuite le visage, puis les mains, les pieds, etc. Mais on va toujours du général vers le particulier. On peut même aller après avec l'iridologie, on étudie l'oreille, mais on a plus d'indices dans le corps. Le visage, lui, va être très intéressant parce qu'il est la projection de notre système nerveux, hein. Il y a tous les nerfs crâniens qui sont projetés au niveau du visage. Et la façon dont on a d'interpréter le monde, le réel, peut être lu et compris à travers le visage. Alors il y a trois grands étages qui sont le reflet des grands étages du corps humain, hein, pareil. On va avoir le système nerveux, hein, ça part à peu près des sourcils, c'est toute la partie du front, hein, suivant sa hauteur, sa largeur, son bombé, etc. Et on compare en fait cette zone-là avec celle de l'étage émotionnel, qui est l'étage où on va trouver le regard, le nez, qui est la projection du système respiratoire, mais système respiratoire qui est en relation avec l'émotionnel. On s'épanche avec nos poumons, avec notre émotionnel, et c'est à ce niveau-là que va se projeter tout cet étage, on va dire, émotionnel. Et puis on a l'étage métabolique, celui qui nous permet d'engranger, de structurer, c'est l'étage de la matière, du matérialisme, la façon dont on est ancré dans la matière. Et plus on va avoir un étage dominant par rapport aux autres, plus ça va être notre mode comment dire, d'appréhension du monde autour de nous. Voilà, on va passer soit par l'intellect, d'autres vont passer par l'émotionnel, d'autres vont passer par le pragmatisme, l'aspect terrien, par le métabolique. Voilà, pour caricaturer, je t'avais mis donc cette image avec trois exemples, hein, de tempérament avec une dominance sur une zone, Ouais. des personnes connues, hein. Donc tu parles des trois personnalités. Ouais. Ok. Donc il y Euh, avait, euh, vous voyez, Michel Pollack d'un côté avec son front énorme, hein, par rapport à l'étage émotionnel et métabolique, qui montre que lui, il appréhende le monde d'abord par la pensée, par le mental. Il a besoin d'intellectualiser le alors qu'une Alexandra Sublet sur l'image a une dilatation, une ouverture très grande des yeux, un nez très vibrant, des pommettes importantes, et c'est cet étage émotionnel qui domine. Ça en fait une personne très sensible, très communicante, très à l'aise qui a besoin d'échanger et d'amour pour vivre. Alors qu'un tapis, ce qui domine vraiment, c'est ce visage très carré avec ses mandibules, ses mâchoires énormes, qui lui donnent un côté terrien, un côté pragmatique, une puissance métabolique et une capacité à concrétiser ses actes dans la matière
Hein, ça ne veut pas dire que l'intellect, tout ça, il était brillant, mais il était capable, lui, de matérialiser, de réaliser ce qu'il pensait et ce qu'il imaginait. Ce sont des réalisateurs, hein, ceux qui ont ces mâchoires assez larges. Voilà. Ouais. Juste, petite question qui m'est venue pendant que tu parlais. C'est une question qui m'est posée euh, assez régulièrement. Donc, je vais donner ma vision des choses et après, bah, tu diras si tu es d'accord ou si tu as des choses à ajouter. On me demande comment on fait dans une famille avec des tempéraments différents pour faire à manger à tout le monde. Tempérament sanguin, tempérament nerveux, on peut avoir du lymphatique, on peut avoir tout ce qu'on veut, on fait comment? Ben, enfin, moi, ma vision, elle est très simple, hein. C'est que on fait un repas unique. L'idée, c'est peut-être d'expliquer, alors bon, pour un adulte, ce sera peut-être plus simple, quoique, mais peut-être expliquer aux enfants ce qui devrait peut-être limiter. Mais on fait un repas complet avec des crudités, avec donc des légumes crus, ensuite avec un plat où il y aura des légumes cuits, où il y aura féculents pour ceux qui en ont besoin, une protéine animale de qualité, et puis chacun va en manger en fonction de son tempérament. Un tempérament sanguin, par exemple, fera peut-être qu'il limite les féculents. Il aura besoin peut-être moins de protéines animales qu'un tempérament nerveux qui lui aura besoin de nutriments, enfin d'aliments hyper nutritifs qui apportent des choses dont il a impérativement besoin. Donc, tempérament nerveux, il aura besoin de plus de protéines animales et il devra peut-être faire attention à l'association protéines animales et féculents qui risquent de lui surcharger sa digestion, de l'allonger, de la rendre plus difficile. Voilà, en gros, l'idée, c'est on fait un repas, on cuisine un repas, et puis chaque personne, en fonction de son tempérament, mangera plus ou moins de chaque partie du repas. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Alors peut-être tu proposes quelque chose d'idéal, hein, parce que je veux dire, moi j'en ai 5 à table, j'ai 3 ados là, et il y en a une qui est végétarienne, l'autre qui mange pas de poisson, l'autre qui a besoin de bouffer tout parce qu'il fait de la muscu, ma femme qui est sensible à certains aliments parce qu'elle digère pas très bien l'ail, l'oignon, etc. Alors chez nous, chacun fait sa bouffe. Comme ça, c'est réglé. Ok. Il y a tout dans le frigo, tout le monde est autonome, chacun prend ce qu'il veut, tu as envie de faire ça, il y en a un qui fait un plat, hop, on prendra un peu du truc, mais tu mets pas ça, voilà. Après, dans la réalité, voilà, c'est très compliqué, mais dans l'esprit, tu as raison, chacun va adapter, bien sûr, en fonction de ses capacités digestives, et voilà, sur ce que tu as dit, je suis à peu près d'accord, effectivement, un sanguin, lui, de toute façon, tu auras beau lui proposer ce que tu veux, s'il n'a pas une raison de santé importante, de modifier et de supprimer certains aliments plaisir, il ne le fera pas de toute façon. Mais c'est vrai qu'il est fait pour manger plus de végétaux, Oui. plus de... alors, je suis pas trop d'accord sur le fait qu'il n'ait pas trop besoin de protéines. Il en a peut-être moins besoin parce qu'il les métabolise très bien, il va très bien les utiliser. Mais il vaut mieux qu'il mange des protéines animales et moins de féculents que l'inverse, hein, ce que tu disais. Et par contre, effectivement, pour les rétracter, on garde toujours un petit peu de féculents, surtout pour les nerveux et tout ça, puisqu'ils ont des taux d'insuline en fait très bas, on s'aperçoit, et ils fixent moins bien le reste des nutriments avec un niveau d'insuline plus bas. Donc il faut faire un peu monter le niveau d'insuline, mine de rien, chez ces individus-là. C'est ce que proposait Masson, hein, d'ailleurs, de garder toujours un peu de féculents, de sucre au repas. Mais des légumes, c'est déjà un peu sucré, hein, des carottes cuites, par exemple, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup plus. Par contre, il leur faudra effectivement une nourriture très nutritive, des aliments dans lesquels on va facilement utiliser, hein, protéines, acides gras essentiels, minéraux, etc. Et souvent, les produits animaux sont les plus conseillés pour eux, hein. Ouais. Alors, on revient à nos questions. Question de Sophia. Une personne avec peu de vitalité, souvent fatiguée, est une personne avec quel tempérament? Alors attention, il ne faut pas confondre l'état diathésique, c'est l'état d'énergie dans lequel on est aujourd'hui, avec le tempérament qui est le reflet de nos expériences de vie entre notre naissance et aujourd'hui, associé à la constitution, notre hérédité, tout ça. Donc c'est deux choses bien différentes. Vous avez des gens qui sont des musculaires, des gens qui ont une vitalité exceptionnelle, qui peuvent faire une dépression.
ça arrive. Hein, il peut se passer des événements dans nos vies, n'importe quel tempérament, et puis être dans un état d'effondrement de l'énergie à n'importe quel moment. Voilà. Donc attention à pas aller trop vite en besogne et dire voilà, je suis fatigué, je suis tel tempérament. Donc ça, c'est deux choses totalement différentes. On est d'accord, on est d'accord. Hein, un tempérament sanguin, il peut être fatigué et puis même, c'est des. Enfin, moi je le vois. Après, tout le monde le voit avec des gens autour de soi, mais le tempérament sanguin, c'est le tempérament par excellence qui aura tendance à brûler la chandelle par les deux bouts. Donc, il a beaucoup de réserve, il a beaucoup d'énergie, il peut faire plein de choses. Mais comme il sent qu'il a de l'énergie, eh ben, il la gaspille un petit peu. Et le tempérament nerveux qui est plutôt fatigable, eh ben, lui, généralement, avec les années, il essaie d'économiser son énergie. Et donc, au départ, on a un tempérament qui a beaucoup de vitalité, puis qui la gaspille, un autre qui en a moins, mais qui l'économise. Et ben, à un instant T de la vie, les deux peuvent tous les deux être fatigués, avoir le même niveau d'épuisement, avoir une vitalité basse. C'est juste qu'au départ, il y en avait un, il avait une grosse vitalité, l'autre qui en avait un petit peu moins. Et puis peut-être qu'à 40 ans, il va se retrouver à peu près au même niveau. Donc c'est vrai qu'il faut faire la différence entre tempérament et puis niveau de vitalité. Ça n'a rien à voir. Mais pour épuiser un sanguin, il faut y aller. Hein. À contrainte égale, à stimulation égale, hein, que ce soit des confrontations, enfin des gros repas, de l'exercice physique, etc. Entre un nerveux et un sanguin, il n'y a pas photo, quoi. Hein. Je veux dire, l'un, il va s'épuiser très très vite. Il va falloir qu'il dorme beaucoup pour récupérer. Là où l'autre, en 2 secondes, c'est réglé. Hein. Il ne sent même pas le repas qu'il vient de faire. Hein. Il pense déjà au repas d'après, hein, à la sortie de table. Voilà. Mais sur une vie, effectivement, ça peut créer des contraintes organiques et voilà, bien sûr, Ouais. des effets sympas. Bien. Next. Alors, une question de Red ou Red qui nous demande. Alors, j'ai pas lu les questions à l'avance, donc s'il y a des questions un peu pourries, je les lirai en direct. Désolé, ça m'arrive parfois. Alors, la notion de petit cadre et grand cadre, que signifie-t-elle SVP? Les lunules sont inexistantes chez moi, hormis un peu au pouce. Mon énergie vitale est-elle donc celle d'une huître? Je comprends, hein, parce que c'est des choses qu'on voit en cours, ça. Grand cadre, petit cadre, c'est le grand cadre, en fait, c'est la structure osseuse du visage, les contours osseux, voilà, si on veut. Et c'est un reflet de notre constitution, de notre hérédité. Le petit cadre, en gros, c'est notre réserve d'énergie vitale. Plus il est large, volumineux, mieux c'est en termes de capacité à stocker de l'énergie vitale et à la restituer, bien sûr. Le petit cadre, c'est les ouvertures dans le visage. Ça va donc de cette partie-là, hein, sous la bouche, le nez et les yeux. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit cadre. C'est la façon. Alors, les sens, hein, sont projetés ici. On pourrait mettre les oreilles, mais c'est pas dans le cadre à l'intérieur. Ce petit cadre, en fait, c'est la façon dont on a de se recharger et de capter les informations dans notre environnement. Soit on va le faire plus avec dominante. Alors, plus les ouvertures vont être ouvertes, c'est-à-dire la bouche, le nez vont être dilatés, ouvertes, les grosses narines, les yeux bien ouverts, la bouche très dilatée, très bien faite au niveau des lèvres, ce qui va donner une puissance pour chacun de ces sens. Et chacun de ces sens est en relation avec un organe, hein, les yeux, le système nerveux, la capacité respiratoire pour le nez et la bouche, les lèvres, c'est le système digestif aussi. Mais sur le plan psy aussi, hein, il y a une projection, hein, c'est aussi le système émotionnel ici, et puis la capacité métabolique, digestive ici, et la capacité à communiquer aussi. Bon. Et on peut dire que s'il y a une grande dépensivité de nombreux échanges, c'est-à-dire la façon dont on échange avec le monde, plus nos ouvertures sont grandes, plus il y aura d'échanges. Donc plus il y aura de dépenses avec l'environnement. S'il n'y a pas de réserve derrière, l'épuisement va être rapide. On a par exemple des gens qui ont un petit cadre sur un petit grand cadre, c'est-à-dire les contours
qui sont pas très très volumineux, hein, pas très larges, et puis au milieu des grandes ouvertures, une grande bouche avec un grand nez, etc., qui sont très expressifs. Et eux, ils vont être très réactifs sur leur environnement. On appelle ça des individus réagissants. Le moindre truc qui se passe autour d'eux, ça va les faire réagir, ça va les stimuler. Par exemple, une femme qui a des beaux yeux bien ouverts, des lèvres bien dessinées, etc., elle va être très sensible à l'esthétique. Elle passe dans un magasin, elle voit une belle robe, elle va être tentée de l'acheter. Elle n'aura pas de limite. Elle ne va pas se contenir. Et pareil, elle va sentir une belle odeur, elle va vouloir manger de suite. Alors que, et donc elle va dépenser de l'énergie, elle va peut-être communiquer beaucoup plus, etc. Et elle va s'épuiser plus vite. Alors que quelqu'un qui aurait ce même petit cadre avec des petites ouvertures, ces petites ouvertures vont lui permettre de filtrer le réel et d'être beaucoup plus secondaire, d'agir en second temps, après réflexion, et de se maintenir, de se contenir. Voilà. Donc il y a moins d'échanges, donc moins de dépenses d'énergie avec l'environnement. Ils économisent davantage. Plus il y a de la rétraction dans un visage ou dans un corps, plus il y a de sensibilité, mais c'est une sensibilité préventive. C'est-à-dire qu'on va filtrer l'information qui vient pour la sélectionner et ne pas s'épuiser et économiser l'énergie. Les gens qui sont toujours dans des ouvertures importantes auront tendance à prendre le monde tel qu'il vient et à y réagir fortement. Et ils vont s'épuiser plus rapidement, ils n'ont pas de filtre en fait. Ok, les lunules. De l'extraversion sur quelqu'un qui est rétracté, par exemple. Voilà, c'est pour ça que la psychomorpho est complexe. Hein. Il faut tenir compte des rapports de signes avec d'autres pour comprendre le fonctionnement d'un individu. Ouais. Et les lunules alors? Alors, les lunules, sur ce que j'en sais, traduiraient l'énergie nerveuse, notre capacité à dépenser l'énergie nerveuse. Ce qui compte, c'est de ne pas les perdre. C'est-à-dire que de ne pas en avoir, de n'avoir jamais eu, apparemment, c'est pas grave. Tout le monde en a normalement au moins au niveau des pouces. Mais si vous en avez au niveau des pouces ou plusieurs doigts et qu'ils disparaissent, pour certains, attention, hein, c'est des interprétations, ce serait lié à une perte de l'énergie nerveuse dans l'organisme, plus que de l'énergie glandulaire, ce qui est un peu moins grave. Voilà. Mais ce ne sont pas des signes des plus importants qui permettent de comprendre comment on fonctionne, quelles sont nos réserves. Les signes globaux, la morphologie globale est plus importante que les détails. Il ne faut pas se perdre dans les détails. On a tendance à faire des erreurs. Il n'y a pas de signe magique qui disent que voilà, qui dit qu'on est super énergie ou pas énergie. Voilà. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est quand on perd les lunules, si on en a beaucoup et qu'on en perd beaucoup, on perd effectivement peut-être un petit peu de capacité réactionnelle nerveuse. Voilà. Ok, merci. Donc voilà, c'est clair. J'espère que c'est clair, Red, pour toi. C'est un peu compliqué cette notion de grand cadre, petit cadre. Je passe quand même au moins une demi-heure, une heure à expliquer ça en cours et avec des exemples. Et voilà, c'est de l'observation et c'est pas évident. Mais ça parle de suite hein, quand on donne des exemples. Ouais. Alors, une question de Virgile, qui est un homme. Alors, je pense qu'on a déjà répondu. Afin de mieux comprendre l'évolution des tempéraments dans une vie, est-il possible qu'un tempérament plutôt respiratoire cérébral, alors plutôt respiratoire cérébral nerveux devienne digestif? Donc là, en fait, il est en train de nous demander si un tempérament très rétracté peut devenir un tempérament dilaté. De même, pouvons-nous avoir une partie du corps respiratoire musculaire et une autre partie plutôt cérébrale nerveux? Alors pour la première réponse, on ne va pas devenir, à partir d'un tempérament cérébral, un vrai digestif. Par contre, il peut y avoir des cérébraux qui vont prendre du ventre, hein, vont faire des problèmes qu'on va retrouver comme des petites maladies métaboliques, des diabètes de type 2. C'est quand même possible. Hein, voilà, il y a des cas exceptionnels où on va trouver chez des rétractés des exemples de pathologies qu'on trouve habituellement plus chez des dilatés, mais ce ne sera pas de vrais dilatés. On ne va pas les considérer comme des vrais sanguins digestifs. Voilà. Et la deuxième question. Alors, pouvons-nous avoir une partie du corps respiratoire musculaire et une autre partie plutôt cérébrale nerveuse? Alors, c'est pas parce qu'on est un musculaire ou un bon respiratoire et qu'on a ces parties du corps en expansion. Hein, un respiratoire, il a
sa cage thoracique en expansion, mais il reste rétracté et il peut avoir d'autres parties de lui qui vont exprimer des souffrances. Donc l'un n'empêche absolument pas l'autre. On est des êtres complexes et on va avoir des parties en nous qui vont être des points forts, qui vont être plus dilatées, qui vont être ouvertes, qui vont être notre façon de nous... On va s'appuyer sur ces parties-là pour se réaliser dans le monde, hein, ça va être nos points forts. Et on va avoir à côté un petit point faible. Et un respiratoire peut très bien avoir des troubles. Alors, je ne sais plus ce que c'était, hein, l'exemple qui était posé. C'était quoi? L'exemple, non, mais après, non, non, il n'y a pas d'exemple. De même, pouvons-nous avoir une partie du corps respiratoire musculaire et une autre partie plutôt cérébrale, nerveuse? Oui, un respiratoire musculaire peut être très bien hyper cérébral. Hein. Je veux dire, c'est pas du tout gênant. Hein. Un vrai musculaire, il sera vraiment équilibré. Il va pas dominer, l'aspect cérébral ne va pas dominer en lui. Pour, on va dire, appréhender le monde, il passera par les serveurs, il passera par le corps, autant que par l'intellect et le mental. Mais on a des vrais musculaires qui deviennent vraiment des cérébraux hein, plus tard, en vieillissant, et qui l'étaient déjà en fait, hein, mais qui vont l'utiliser de façon prépondérante, hein, ce système-là. Donc, par exemple, des sportifs qui étaient très très sportifs, qui étaient dans la matière, qui étaient dans l'exercice intense, puis qui deviennent de très bons entraîneurs, qui travaillent dans la réflexion, et qui ont, mais ils avaient déjà cette qualité-là et ce mental-là. Voilà. On peut dire des musculaires cérébraux, quoi. Ok. Alors une question, je sais pas trop celle-ci, Françoise. On va voir ce qu'on peut répondre ou pas. On m'a dit que j'ai la maladie de Raynaud et cela depuis l'âge de 12 ans. Le fait d'être mince, cela amplifie les réactions pieds et mains froids, doigts gonflés et douloureux. Ah non, point d'interrogation. Est-ce que le fait d'être mince amplifie les réactions d'avoir les extrémités froides et les doigts gonflés et douloureux? Moi, Alors, j'en on est sais rien. bien sûr sur une pathologie là, on est d'accord. On est d'accord, on est sur une maladie de Raynaud, on n'est pas sur les Oui, extrémités froides liées au stress ou au froid. Hein. non. D'accord. Elle veut savoir si le fait Ça d'être m'a mince et oui. d'avoir la maladie de Raynaud, ça amplifie cette maladie, ça amplifie les effets de cette maladie. Ouais. Alors très souvent, c'est plutôt des rétractés qui ont cette pathologie-là, mais attention, c'est une pathologie, elle est liée à d'autres facteurs. Hein. Elle est liée à des facteurs psycho-émotionnels dans l'histoire de la personne. Voilà. Donc, ce n'est pas le tempérament qui va faire que d'avoir une maladie de Raynaud. Ceci dit, la rétraction, le fait d'avoir un métabolisme qui est faible, hein, on ne va pas brûler beaucoup de calories, on va mal utiliser les calories pour produire de la chaleur. Une hypothyroïdie à côté, par exemple, peut amplifier les sensations de froid et déclencher plus rapidement un syndrome de Raynaud. Mais ça n'est pas la cause. Hmm. Voilà. Ok. Je pense qu'effectivement, ça peut l'amplifier. Alors après, elle demande comment adapter mon alimentation. Euh, Là, on va être sur une problématique générale. On va donner une alimentation pour qu'elle puisse prendre un petit peu de masse musculaire, qu'elle augmente son métabolisme. Donc, ce qui compte, c'est d'amener des calories, ça va être important, et ça va être surtout, faire très attention à ne pas être dans une alimentation restrictive, avec trop de crus, avec trop de végétaux, sinon elle va avoir encore plus froid et ça ne va pas aller dans le bon sens. Donc, une alimentation très riche en nutriments et il ne faut pas penser qu'à l'alimentation. Hein. L'exercice physique est important pour refluidifier et surtout amener du sang jusqu'aux extrémités. Voilà. Après, il y a tout l'aspect stress et psycho-émotionnel dans l'histoire de vie qui compte, hein. Mais là, c'est un autre problème. Bon, alors ça, on va passer après. Alors attends. Je vais pas mettre celle-là parce que on verra après. C'est quelqu'un qui a envoyé une photo et qui aimerait qu'on lui dise quel est son tempérament, mais bon, on va voir. Ah bah tiens, j'ai une autre personne qui a fait ça, alors on verra parce que du coup, il faut que je te les envoie par Skype pour que tu les vois.
Non, parce que là, Bon, je vais... Attends, en attendant, il y a une question qui est... je vais me connecter sur mon portable en plus. Comme ça, je vais voir en live. Ok. Alors, en attendant, donc vas-y, connecte-toi. La question suivante, c'est peut-on pratiquer la douche froide lorsqu'on a un tempérament nerveux? Alors, moi, je vais juste répondre rapidement. Donc, moi, je suis tempérament nerveux en partie. La douche froide. Alors là, j'ai fait une petite pause au mois de novembre euh, parce que alors en tant que tempérament nerveux, j'ai tendance à faire les choses un peu extrêmes. La chose qui serait sympa, ce serait de commencer avec de l'eau tiède et de baisser la température. C'est ce que moi je conseille de faire aux gens. Sauf que moi, comme je suis un peu buté, je vais commencer par de l'eau très froide. Et en hiver, l'eau elle est très froide. Du coup, en novembre, je me suis bien bloqué le dos parce que le matin, le corps il est froid, un choc thermique important et je me suis bloqué. Du coup, j'ai un ami ostéopathe qui m'a débloqué, mais ça m'a quand même duré une petite semaine. Donc, j'ai fait une pause de douche froide, mais sinon, ça fait 3 ans que je pratique la douche froide. Et effectivement, je suis passé de frileux à plus frileux, à tel point que il faut que je trouve une couette beaucoup plus légère parce que la nuit j'ai hyper chaud. J'ai hyper chaud alors que notre chambre, elle est, pour le coup, elle est très froide parce qu'elle descend à une température assez basse. Là, on doit être entre 12 et 14 degrés dans la nuit, mais je suis obligé de me découvrir tellement j'ai chaud. Donc la douche froide, oui, simplement il faut y aller en fonction de votre vitalité. C'est clair qu'au début, vous n'allez pas rester 3 minutes sous une eau glacée. Moi, je conseille de commencer par du tiède et puis de diminuer. Et puis quand vous sentez que c'est trop, vous arrêtez. Vous n'allez pas plus bas, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au glacé. Et puis le temps, eh ben, c'est le temps où ça reste supportable. Si après une douche froide, vous ressentez du froid, et moi je l'ai vécu à l'intérieur, si je prenais des douches froides trop longues, et à la fin j'avais la sensation qu'il y avait du froid en moi, et il me fallait des heures pour me réchauffer. Là, vous êtes sûr que vous avez fait trop intense, trop longtemps, ça c'est sûr. Mais la douche froide, si elle est bien faite, c'est un truc c'est un outil parmi d'autres hein, qui est super intéressant, et notamment pour les tempéraments nerveux. Mais voilà, il faut y aller doucement. Peut-être que tu as quelque chose à dire par rapport à ça. C'est-à-dire que plus on va aller vers un tempérament rétracté, plus les expositions au froid elles vont être réduites en temps. C'est-à-dire que le temps et le froid, hein, l'intensité du froid doit être réduite et adaptée. En général, comme les réactions sont moins fortes, à mesure qu'on va vers le rétracté, la rétraction, ben, on va s'exposer de plus en plus prudemment en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne progresse pas, ce que tu disais. Hein. Mhm. On va progresser. Il y a un critère qui est intéressant quand on fait des douches froides, c'est que si on s'est exposé correctement, on réagit par des réactions chaudes à la sortie. Hein, on rougit et on a une réaction de bien-être et de chaleur dégagée. Mais il faut de suite se couvrir parce qu'on perd très vite de la chaleur aussi. Et c'est surtout après qu'il ne faut pas se refroidir, surtout sur un tempérament nerveux, sinon il perd de l'énergie. Mhm. Ouais, tout à fait d'accord. Moi, j'avais dû même, je me rappelle, me réchauffer après m'être habillé, donc quand je le faisais mal, c'est-à-dire beaucoup trop longtemps par rapport à ce que mon corps pouvait accepter, et ben, j'étais obligé de mettre une bouillotte sur le ventre, sous les vêtements pour me réchauffer, et même avec la bouillotte, j'avais encore cette sensation du froid en moi. Et là, c'est contre-productif parce que tu perds de l'énergie vraiment. Hein. Ah bah Tu oui, te oui. fragiles. Voilà, enfin, après, c'est une expérience. Hein, de temps en temps, c'est pas grave de se pousser dans les retranchements. Mais voilà, normalement, plus les applications sont brèves et intenses, mieux c'est en général. Mm. Ouais, ouais, bah, je m'en Je suis peux rendu montrer compte. je la vois hein, si tu veux. Tu Ouais. as Alors oui, l'image. oui. Alors je vais envoyer les photos. En attendant, je vais te mettre une autre question. Alors attends, ça on a vu. Du coup, ça, on va faire après. Ah mais attends, c'est qui qu'on va voir? Alors, prochaine question. Non, ça on a déjà vu. Attends. On va y arriver, on va y arriver. Ça, on a vu. Alex, c'est bon. Euh, Prochaine question. Ah, mais ils le font exprès, ils m'envoient tous des photos. Bon, je veux décaler les questions, mais bon. Alors, on va
C'est qui ça? Normalement, il faut avoir tout le corps nu, hein, en maillot. Ah bah là, Non, les mais ça, personnes. c'est juste pour les calmer, hein, s'il y a un souci. Alors attends, je vais faire ça. Je vais faire ça. Ok. Et hop. Et on va afficher. Alors, je ne mets pas les photos des gens dans le live parce que je me dis que peut-être qu'ils n'ont pas envie. euh, On les ils ont, voit. voilà, ils n'ont pas envie. Donc, je les affiche pas. Alors, il faudrait Et couper juste parce que ça peut, si tu veux que je fasse un exemple. alors, attends. De toute façon, il faut que je te l'envoie parce que sinon, tu vas pas la voir. On va y arriver. Il Il faut faut que juste je que... te le mette là, si tu veux que je le vois. Attends. Voilà, là, je pense que je vais pouvoir te l'envoyer. Hop et hop. Voilà. Ça, c'est la photo de Daniel. Ah oui, Daniel. il n'y a que le visage, hein, Eh attention. oui, Hein. il n'y a que le visage. Mais on voit, tu vois, on voit au niveau du cou, elle a un cou tout mince. Ah, c'est parti là. Euh, bon, Tu l'as pas mise assez longtemps. est-ce que tu la vois là? Non, non, je la vois plus là. Elle Ah est partie. ben, il faut que tu cliques sur je sais pas quoi. Il faut que tu fasses apparaître ta conversation. Conversation. En bas, tout en bas, tu as un Oui, truc. je l'ai, ouais, c'est bon. Voilà. Oui. Alors, Alors, donc, c'est juste une femme de 74 ans, ouais. 51 kilos pour 1,65 m. Et donc, elle nous met, je suis un tempérament Pitta en médecine ayurvédique. Cela correspond à quel tempérament en naturopathie? Est-ce qu'un tempérament peut changer avec l'avancée en âge? On en a déjà parlé. Je n'étais pas frileuse plus jeune, je le deviens en vieillissant. Voilà, donc elle veut savoir à quel tempérament elle est, a priori. Est-ce qu'il y a une correspondance entre le Alors, tempérament Pitta et d'autres? ce qui compte, hein, le plus important, ça reste le corps. Hein. Donc là, la description que tu m'as faite sur ce type de voilà rapport taille-poids, 74 ans, on est sur un individu rétracté. Mais si on regarde le visage, elle a des traits de dilatation importants sur un corps en rétraction. Alors qu'elle est plus froid aujourd'hui, c'est normal. Elle métabolise à 74 ans qui va chuter. Elle va vers de la rétraction, mais elle conserve là, par exemple, elle a ce qu'on appelle un petit cadre, yeux, bouche, nez, dilaté, qui est vraiment, vraiment important, ce qui fait que ça reste une personne qui va être dans l'échange, qui va être sur le plan psychologique, hein, on est d'accord, très communicante, mais qui va garder les capacités d'introversion de la rétraction en général. Voilà. Mais si elle dépense trop, elle aura peut-être tendance à la trop grande dépensivité sur le plan social, sortir, tout ça. Ça pourrait entraîner une forme de petit épuisement à long terme. Voilà, il faut qu'elle gère tout ça. Mais elle a des capacités importantes de communication. Elle garde une bouche bien dessinée. Alors elle triche un peu parce qu'elle est maquillée, hein, mais ça reste très correct pour 74 ans. C'est une personne qui garde une puissance de communication, d'interagir avec son environnement qui est correcte. C'est pas la petite vieille qui va se rétracter, qui va tout sélectionner, qui va se replier sur elle-même et s'enfermer. Voilà. Donc elle garde un côté social qui va être très important pour elle et ça se voit. Voilà. Maintenant sur le plan métabolique, sur le plan digestif, en vieillissant, il va falloir qu'elle fasse encore attention, mais elle garde certaines capacités relativement correctes. Voilà. Faire attention, elle reste rétractée. Donc, ne pas aller dans des excès et se considérer comme une rétractée sur le plan digestif, par exemple. Ok. Donc, on la mettrait entre respiratoire et cérébral sur le plan de la vitalité, mais sur le plan de la communication, de l'énergie sociale, on la mettrait plus proche du respiratoire, hein, et même, alors c'est pas une musculaire, bien sûr, pas du tout, mais voilà, elle resterait sur le haut du panier pour le système nerveux. Très bien. Bon, le reste, hein, on a expliqué qu'on pouvait changer avec l'âge et tout. Bon, on va pas revenir dessus. Alors, une autre question. Euh, alors, je vais t'envoyer la photo. Conversation. Tac. Donc, la photo, hop, de Gabriel. Un jeune homme de 20 ans, 1,76 m, donc à peu près ma taille et 80 kilos, donc beaucoup plus de poids que moi.
Euh, alors, bonjour Monsieur Tivan, pensez-vous qu'il y ait un tempérament particulier pour qui la diète paléo est la plus adaptée sur du long terme? Je- est-ce qu'un tempérament, à un tempérament correspond une diète? Pour moi, c'est toujours un petit peu, c'est trop sélectif, c'est délicat. Surtout une diète comme celle-ci, de toute façon, qui à peu près passe-partout et qui peut convenir à l'ensemble de la population. Pour moi, c'est celle qui est proche de l'idéal pour l'humain. Mais bon, après, il faut faire toujours des ajustements individuels. Alors, vu son profil, il peut de toute façon faire ce qu'il veut. Il va métaboliser très bien à peu près tout. Hein. Alors, je sais pas, ceux qui suivent la conversation ne voient pas sa photo, c'est Non, ça? il voit pas sa photo. Ouais, tu pourrais la mettre, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Je pense pas que ça, je sais pas si ça le dérange, mais s'il te Je, l'envoie, c'est que bon, oui, ça reste une bon, photo, hein, je c'est sais bizarre. pas. Après, c'est juste que pour l'afficher, si je pourrais l'afficher, si je pourrais. Non, mais c'est après, moi, il faut que je vois comment je fais pour l'afficher quand je l'ai pas prévu à l'avance. D'accord, ok. En fait, C'est juste ça. on voit l'âge, c'est un individu, bon, il est jeune, il a un étage métabolique très dominant, il a beaucoup, il y a de la puissance métabolique, il est proche du musculaire, mais en vieillissant, il risque d'aller vers du sanguin si effectivement sa diète n'est pas adaptée, s'il est dans l'excès. Une diète paléo, pour lui, c'est parfait, quoi. Voilà. Lui, il n'y aura aucun souci. Il peut même manger un peu plus gras et aller vers du cétogène de temps en temps, garder ses protéines qui vont entretenir sa masse musculaire. Mais ça ne veut pas dire que de temps en temps, lui, il ne peut pas faire du jeûne. Au contraire, faire une journée de jeûne de temps en temps, ça sera salutaire. Faire une alimentation qui n'est pas routinière, il s'adaptera très bien. Je veux dire, voilà, il y a de la puissance métabolique, ne sera pas trop dérangé par quoi que ce soit sur le plan alimentaire et une diète paléo est parfaite. Hein. D'accord. Alors, prochaine question. Alors, c'est quoi qui va s'afficher là? Là, c'est Christophe. Donc, je vais mettre. Il a envoyé aussi une photo. Donc, c'est. Si je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Ok. Alors, Christophe, 60 ans, 1 m 80, 78 kg. Bonjour David et Jean-Brice. Voilà, je ne connais pas mon tempérament. Je sais seulement que je suis facilement fatigué, angoissé, sensible et que tout me semble tout me semble contrainte. Ma peau est très blanche et je ne supporte pas la chaleur ni le froid, quoique davantage. Mon dos abîmé et les intestins sont mes faiblesses, sinon je me porte assez bien. J'ai 60 ans, une bonne hygiène de vie. Je fais de longues marches, d'ailleurs j'ai renoncé à conduire. Sinon, je suis adepte du Wim Hof chaque matin 1 heure. D'après vous, quel est mon tempérament? Je vous remercie. Alors j'ai juste raté le début de ta question, ça a coupé. Alors, le début de la question, Ta question. le début de l'explication, tu veux dire? Ouais, le début, je sais pas Bon, ce que tu disais pendant, on va dire, les 20 premières secondes. alors, je ne connais pas mon tempérament. Je sais seulement que je suis facilement fatigué, angoissé, sensible et que tout me semble contrainte. Ma peau est très blanche et je ne supporte pas la chaleur ni le froid. Mon dos abîmé et les intestins sont mes faiblesses. Sinon, je me porte assez bien. J'ai 60 ans, une bonne hygiène de vie. Je fais de longues marches. J'ai renoncé à Ouais, ça, conduire. Voilà. ok. Alors, si tout est angoisse et contrainte, attention, là, ça relève de troubles psychologiques. Hein. On est d'accord que là, on ne va pas parler de tempérament. Peut-être qu'il y a sa sensibilité au froid, au chaud, un problème de régulation thyroïdienne. Enfin, je ne sais pas. Voilà, on va pas rentrer dans ce type de détails-là. Hein. Ça, c'est personnel. Sur sa morphologie, sa tête, donc moi, je vois pas le corps, donc c'est très difficile. Hein. Des fois, on a des têtes qui ne correspondent pas au corps. Hein. En général, ça correspond, mais des fois, c'est trompeur. Donc là, il donne pas sa morphologie. Ben, on a juste on a son poids et sa taille. Donc, sa taille 1 m 80, son poids 78 kilos. Oui, d'accord, donc c'est une bonne constitution déjà, hein. Il est plutôt bien, hein, d'accord. Vu son Mm. alimentation qui est correcte, ça doit être quand même relativement bien. Bon, alors ce qui compte aussi, c'est la qualité des tissus. La morphologie, ça compte, les formes, mais il y a aussi la qualité tissulaire. Hein, c'est pour ça que c'est toujours bien de regarder la tonicité
quand on touche un corps. Et enfin, ce que je dis à mes élèves, hein, c'est ne vous fiez pas aux apparences, les amis, ça trompe aussi. Et des fois, il faut aller toucher, on est surpris, des fois sur des rétractés, on a une tonicité importante, on retrouve de la masse musculaire, et puis des fois sur un gabarit qui a l'air corpulent, c'est tout mou, hein. Et là, il faut faire très attention. Euh, tout ce que j'aimerais lui dire, bon, au niveau de sa morphologie, il a une constitution assez bien équilibrée, c'est assez, on va dire, large, donc il y a un support énergétique qui a l'air correct. Par contre, il a des yeux atones, il y a quelque chose dans le regard et dans les traits qui fait qu'il y a une petite perte d'énergie, mais rien de dramatique du tout, hein, puisqu'il a des réserves qui restent correctes. Voilà, après, je ne le connais pas assez, il faut le voir en vrai. Bon. Et par contre, attention pour lui, si faire du Wim Hof, ça lui fait du bien, si voilà, c'est bien, mais 1 heure tous les jours, alors je ne sais pas ce qu'il fait, hein, je pense qu'il fait tous les mouvements respiratoires et tout ça, plus le froid. Attention à ne pas se perdre dans une technique qui pourrait l'épuiser et être exagérée. Voilà. Est-ce que ça lui apporte un bénéfice important ou est-ce que c'est une contrainte qui n'a pas, on va dire, un intérêt flagrant, voilà, dans le rapport bénéfice? Parce que 1 heure tous les jours, je trouve que c'est du temps qui pourrait être investi dans d'autres choses. Mais si ça le passionne et l'intéresse, on va pas juger. Hein, s'il y a du Ouais, ouais. bénéfice, voilà, c'est très bien. Mais on va dire il est sur une morphologie relativement bien équilibrée. Hein, pour moi, ça serait proche d'un respiratoire musculaire. Maintenant, c'est bizarre qu'il ait une sensibilité au froid, au chaud. Il doit y avoir quelque chose d'autre. Hein. Mm. Là, il y a un état pathologique. Hein. Ok. Donc il y a une question qui est hors sujet, donc je la zappe. On me demande comment faire une cage de Faraday portable. Donc, c'est pas du tout la thématique de ce soir. Alors, qu'est-ce qu'on a encore comme question? Alors, Christian, je suis un peu comme toi. Alors, comme toi, tu parles de moi ou tu parles de Jean-Brice? Alors, je pense que tu parles de moi. Attends, je finis. Non, parce qu'il dit bonsoir David. Bonjour David. Ok, donc c'est comme moi. Je suis un peu comme toi. Je voulais donc savoir quel tempérament nous caractérisait. On est pareil, j'ai le même âge et je m'alimente comme toi. Crudité à tous les repas et dessert culpabilisant à la fin, 7 carrés de chocolat noir. Alors, on n'est pas tout à fait pareil du coup. Euh, Moi, je me culpabilise pas du tout quand je mange du chocolat. Par contre, je n'en mange pas autant. Et je me permets des cheat meals un peu comme toi, pendant lesquels je ne me laisse aucune limite. Pizza, chips, gâteaux industriels. Mais comme toi, cela n'est qu'une fois par mois. Du coup, je suis curieux quel tempérament nous caractérise. Bon, moi, mon tempérament, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, voilà. Alors, comme il n'y a pas de photo, il n'y a pas de choses pour pouvoir comparer. Voilà, nerveux, bilieux, et dans les tempéraments, euh, les 7 tempéraments. Alors attends, photo, hop, non, c'est pas ça, c'est ça, et ça, il faut que je l'enlève. Non, c'est pas ça. Attends, je vais afficher, Jean-Brice, juste la photo avec les 7 tempéraments. Si j'y arrive, voilà, j'y arrive. Alors, moi, je serais quel tempérament, d'après toi, Jean-Brice, parmi les 7 typologies en naturopathie? Tu parles de toi ou de lui? Non, de moi, parce que lui, j'ai Parce pas de que j'ai pas la photo. photo, oui. Ben, toi, tu te rapproches du respiratoire. Tu as un visage quand même relativement allongé, avec un physique assez rétracté, hein, mais Ouais. avec un petit affaissement au niveau ici de la mâchoire hein, par rapport à une dilatation carrée, une symétrie. Donc c'est légèrement triangulaire. Donc voilà, moi je te mettrais vraiment respiratoire avec un petit côté cérébral qui est bien présent. Voilà, donc Hmm. voilà, quand tu te présentes vraiment, moi je dirais un vrai respiratoire. Ok. Alors j'ai fait pas mal de natation, donc du coup, c'est vrai que ça m'a fait un petit haut en V qui se voit pas trop. Après, tu as un nez qui a l'air assez dilaté, qui a l'air vivant, tu as une bonne capacité respiratoire, donc je te mets Hmm, vraiment respiratoire, quoi. ok. Bon, du coup, ce serait bien que je me mette à utiliser plutôt cette typologie-là que les tempéraments hippocratiques, parce que je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Et ce dessin avec les tempéraments comme Ouais. ça, là où ça peut descendre vers une exagération de certaines caractéristiques,
C'est ça, en fait. C'est Oui. pas mal. Enfin, je En trouve fait, que c'est c'est très bien même. hein, je peux pas l'expliquer, tu as compris. En Mm. fait, dans les visages, le musculaire par rapport au respiratoire, il va perdre des tâches métaboliques. Donc, il va perdre de la puissance glandulaire, de la puissance digestive et du muscle en fait. Hein. Et le respiratoire par rapport au cérébral, il va s'affiner sur son étage respiratoire. C'est-à-dire qu'un cérébral perd par rapport au respiratoire cette capacité respiratoire et puis cet émotionnel qui lui laissait de la communication. Le cérébral, il va être plus introverti. Et puis le nerveux va perdre encore cet étage cérébral qui faisait la force du cérébral. Le nerveux le perd et il lui reste plus grand chose. On est sur un terrain extrême hein, quand on est Mm. dans un nerveux. Voilà. Donc, et puis c'est pareil de l'autre côté. Le digestif, lui, le sanguin va perdre l'étage cérébral par rapport au nerveux. C'est dans le sens inverse. Le digestif va perdre de l'étage émotionnel et une puissance glandulaire qui va baisser jusqu'à l'obèse où il reste plus beaucoup d'énergie. Et en fait, c'est l'énergie aussi qui diminue à mesure. Hein. Voilà. Mais c'est les systèmes qui perdent de leur capacité. Et pour regagner en tempérament, on va essayer de travailler sur le système qui a été perdu juste au-dessus. D'accord. C'est ça qu'on fait en naturopathie dans le bilan. On va essayer de cibler, par exemple, pour un respiratoire comme toi par rapport à un musculaire, tu as perdu de la masse musculaire. Donc, tu as perdu l'étage métabolique. Donc, ce qui est important, ça va être de regagner, de restimuler la masse musculaire. Pour un cérébral, c'est l'étage respiratoire. Donc, il va travailler plus sur de l'endurance, respiration, tout en faisant du muscle aussi, bien sûr. Pour un nerveux, ça va être de garder l'étage, on va dire, de conserver de l'intellect, de la créativité, tout ça. Très bien. Hop, voilà. On revient donc à cette question. On a vu. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? En plus, il y a des questions qui sont hyper longues. Vous mettez trop de texte. C'est long à lire tout ça. Alors, attends, j'étais à qui? J'étais à Christian. Donc, Christian, c'est bon. Qu'est-ce qu'on va mettre? J'aimerais bien un truc un petit peu plus. On va prendre. Et on va prendre ça. Alors, on va prendre normalement Esther, si je ne me trompe pas. Attends, non. Pourquoi c'est Nathan qui s'affiche? Attends, Nathan, c'est qui? Nathan, qu'est-ce qu'il nous met? Alors, non, Nathan, je pense que non. Tu demandes des conseils, non, ça va pas le faire. Désolé, c'est quelqu'un en gros qui me dit que j'ai pas répondu dans des lives précédents à ces questions et qui aimerait que je réponde, mais c'est pas du tout dans la thématique de ce soir, donc on passe. Alors après, j'ai quoi? Alex, Alex, Alex. Alors Alex, je sais pas si on va y répondre, parce que ça m'a l'air, on va voir. Alors merci à tous les deux pour toutes les informations que vous nous apportez. Je suis diabétique de type 1 avec un tempérament plutôt nerveux. Pendant 3 mois, j'ai fait le régime cétogène. Bon, c'est pas grave, j'ai mon écran qui s'éteint. J'ai 2 écrans et j'ai un écran qui met un message. Attention, dans 5 minutes, je vais m'éteindre pour mettre en économie d'énergie. Sauf que je sais même pas où est le bouton sur cet écran-là pour le rallumer. C'est pas grave. Les questions s'affichent sur l'autre écran. Alors, il nous dit donc pendant 3 mois, j'ai fait le régime cétogène pour pouvoir améliorer ma santé et surtout améliorer mon diabète. Cela ne m'a pas réussi puisque j'ai perdu 7 kilos, sachant que je continuais à faire de la musculation. Donc du coup, j'ai réintroduit des glucides, je suis en paléo et j'ai repris mon poids normal. Du coup, si je dois refaire un régime cétogène, faudrait-il que je change de tempérament? Je ne comprends pas trop la question. Concrètement, comment passer d'un tempérament nerveux à un tempérament musculaire? Ah, bah si tu veux répondre, ça va être compliqué. Alors, ça va être difficile, mais il a l'insuline en accompagnement, donc il va pouvoir prendre du muscle. Hein, voilà. Euh, c'est très difficile pour les diabétiques de type 1 hein, d'ajuster, de trouver leur rythme, etc. Le régime cétogène est pourtant conseillé. Je suis étonné qu'il ait vraiment maigri. Peut-être parce qu'il ne mange pas suffisamment de protéines et qu'un régime cétogène trop gras, enfin qui est basé sur la graisse, hein, bien sûr,
sans protéines suffisantes peut-être chez toi, hein, donc amener un problème de perte de poids. Donc tu as bien fait. Si tu devais recommencer, conserve de l'exercice physique, hein, de toute façon la musculation te réussira, ton insuline, mais réintroduis un peu plus de protéines qu'il n'y a que de graisse, c'est-à-dire que va vers du paléo comme tu fais, pourquoi pas, voire même fais un paléo, je veux dire quand même moins orienté graisse, enfin en gardant peut-être un peu plus de graisse entre un cétogène et un paléo, bon c'est du détail, hein, voilà. Mais à mon avis, la problématique, elle vient du manque protéique. Parce que quand on est en céto pur, il n'y a pas autant que ça de protéines. Si tu fais de la musculation, c'est la musculation et tes protéines, donc voilà. Donc, quelques légumes plus, éventuellement, hein, de tricher un petit peu avec un apport de sucre très faible, mais existant quand même, pour faire monter un peu tricher un peu sur l'insuline, mais alors attention, à toi de après avec ta pompe et tout ça. Hein, voilà. Disons que quand tu t'entraînes, n'oublie pas de voilà. Mais bon, je pense que c'est ce que tu fais et voilà, il n'y a pas de vraiment, hein, voilà, tu vas progresser sur le musculaire principal. Alors des fois ça coupe un peu. J'espère que vous avez tout bien compris. Ça hachait un petit peu. Alors attends, je vais remettre ma caméra. J'essaie de. Ouais, c'est toi qui as un peu tout bougé là. Hein. Non mais alors toi tu me vois avec tout qui a bougé. Les gens ils m'ont pas vu tout qui Ah, a ils n'ont pas vu bougé. ça, d'accord, ok. J'ai une partie de mes fenêtres qui sont là que je ne peux plus y accéder. Je comprends pas pourquoi mon écran il s'est éteint. Il m'a dit, je me suis mis en mode économie d'énergie. Je l'ai débranché et rebranché, mais C'est bon. pas grave, on te voit, je pense que tout le monde nous voit là. Bon, Hein. alors, Ah, mais du peut-être coup que je tu peux plus. arrives comme ça. Ouais, ouais, mais en fait, je peux pas récupérer les fenêtres qui sont sur l'autre écran, il est noir. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Alors, Hein. alors j'ai mes questions qui sont sur celui-là. Qu'est-ce que j'ai comme question? Ok, donc ça c'est bon. Next. Alors là, normalement, c'est la question d'Esther, si je ne me trompe pas. Ok, alors Esther, le sujet de ce soir tombe bien. Je suis diagnostiqué mon tempérament par le docteur R. Donc elle met pas le nom du docteur, très réputé dans le milieu énergétique naturopathique. Le docteur R, je sais pas quoi, ER, plus loin. Alors donc, je reprends, le sujet ce soir tombe bien. Je me suis fait diagnostiquer mon tempérament par le docteur Machin, et depuis, je suis au plus bas. Selon lui, je présente les défauts de chacun des tempéraments, mais sans aucune de leurs qualités. Je serai faible, peureuse, tendant vers le surpoids, sèche, tant de l'intérieur que de l'extérieur selon lui. Il m'a dit qu'il n'était jamais tombé sur un cas comme moi. Depuis, je me remets énormément en question et je ne comprends pas ses propos. Comment peut-on présenter les caractéristiques des quatre tempéraments qui sont pour certains contradictoires? Le docteur m'a parlé de la sécheresse de mes muqueuses comparable à celle des plaines désertiques du Sahara. Je te passe les autres comparaisons et envolées lyriques que j'ai eu à subir. J'ai payé 130 € cette consultation de 45 minutes, 5 minutes de questions, 2 minutes d'auscultation et le reste d'insultes. Bon, ok. Alors, ben, Science, je sais pas. Alors, pas énergéticien qui demande 130 € par consultation. mais tu connais ce médecin? Non, 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 pas du Moi, tout. Pas du tout. je sais pas qui c'est. Alors, c'est quelqu'un de très réputé, mais je sais Bon, pas du tout qui après, c'est. les gens, il faut, enfin, quand on nous dit ça, c'est risible. Je veux dire, il faut pas prendre ça au sérieux. Ça fait ce qu'on appelle un conflit de diagnostic. Quand on annonce des trucs à des gens hyper choquants comme ça, qui ont aucun sens, c'est sûr que c'est moralement décevant. Mais le problème, c'est cette personne. J'espère qu'elle n'y croit pas et que elle sait qu'elle a des qualités quand même. Elle n'a pas que des défauts. Hein. Ça n'existe pas. Un tempérament, c'est un mode d'adaptation. Donc, on ne peut pas avoir que les défauts de ces adaptations. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, voilà, il faut arrêter de délirer. Ces personnes-là mériteraient voilà, qu'on les envoie beaucoup. Et euh, voilà, les gens caractérisant et en leur disant vous êtes comme ci, vous êtes comme ci, quoi.
Mais bon, voilà. J'espère que cette personne va retrouver de la confiance en elle, qu'elle va s'appuyer sur ses ressources, qu'elle va trouver quelqu'un qui va peut-être la soutenir pour pouvoir basculer et changer ses croyances, mais arrêter d'aller voir ce genre de personnes. Quand on va voir une personne qui fait une analyse de tempérament, c'est pour vous aider à améliorer les choses, à aller dans le sens de la santé. C'est pas simplement pour vous dire vous êtes comme ceci, comme cela, et puis rentrer chez vous, quoi. Donc ça n'a aucun sens et l'intérêt de l'analyse du tempérament, c'est de s'appuyer sur les points forts, pas de critiquer les points faibles et puis basta, quoi. Voilà. Donc ça m'hallucine, mais bon, je vais pas tellement hallucinant que risible, bon voilà. Mais j'espère que cette personne ne souffre pas trop et qu'elle va réussir à se détacher de ce entre guillemets diagnostic. C'est pas un diagnostic hein, quand on fait une analyse de tempérament. Un tempérament n'est pas une maladie, hein. Voilà. On n'est pas des malades sur pattes. Donc voilà, fais ta vie, regarde ce qui te convient le mieux, arrête de te poser trop de questions et fais confiance un petit peu à tes capacités, à tes ressources pour rebondir, quoi. Ok, bon, au moins c'est clair. Alors, question suivante. Nous avons... pourquoi il m'affiche pas tout là? Alors, c'est une question de Cindy. Oui, c'est ça, Cindy. Alors, merci pour ce que tu m'as, tout ce que tu m'as apporté, tout ce que j'ai pu transmettre à ma communauté grâce à toi. Je voulais savoir s'il est possible de cumuler plusieurs tempéraments, 2, 3, surtout les côtés négatifs de ces tempéraments. J'espère que tu pourras m'expliquer. Il n'y a que toi qui peux vulgariser si bien les découvertes des grands de ce monde comme Hippocrate. Merci pour tout. Tu es mon phare dans cette brume sombre qui m'envahit. Ok. Bon, euh, bon, bah voilà, si tu peux répondre, Jean-Brice. Donc, On est-ce qu'on peut cumuler deux, trois tempéraments, surtout les côtés peut négatifs pas de ces tempéraments? cumuler les tempéraments, on peut avoir des tendances empruntées à différents tempéraments. C'est-à-dire, je peux très bien être, alors si on prend hein, la typologie hippocratique, je peux très bien être un sanguin, avoir aussi du lymphatique et avoir un petit côté bilieux, mais qui viendra qu'en 3 ou en 4. Le docteur Carton, repris la typologie d'Hippocrate, avait classé les individus suivant leur dominante. Donc, B, il mettait B pour bilieux, S pour sanguin, N pour nerveux, L pour lymphatique. Et on était, si on avait une dominante sanguin, puis en deux, un tempérament, un côté nerveux, puis un côté lymphatique, ça faisait S, L, N, B. Et on voyait comme ça ce qui était le plus fort en nous et le moins fort. Parce qu'on a toujours un mélange des quatre éléments, d'énergie, de ces quatre énergies, etc. Et ce qui est important, c'est de regarder les deux grandes dominantes qui vont nous caractériser, et puis notre point faible, ce qui nous manque le plus. Il nous manque le côté bilieux. Donc s'il manque le côté bilieux à quelqu'un, ça va être son côté volontaire, son côté homme d'action qui va lui manquer. Moi, je sais qu'en dernier, c'est le côté lymphatique qui me manque. Donc, il va me manquer le côté contemplatif, le côté réceptivité, le côté lâcher prise. Moi, j'ai besoin d'être dans l'action, alors qu'il me faudrait être un peu plus passif à certains moments. Donc, c'est intéressant de se dire, voilà, j'ai ça qui domine, mais pour être plus équilibré, ce côté lymphatique, ce côté nerveux pourrait m'apporter quelque chose. Voilà, donc effectivement, on est un mixte des 4 tempéraments d'Hippocrate, mais on a une grosse dominante hein, qui va émerger, une ou deux grosses dominantes, et un côté ou deux qui va nous manquer, quoi. Et l'idée, ça serait justement de travailler ces points manquants pour nous équilibrer. Mais c'est pas là qu'on se réalise le mieux, hein. On va être attiré spontanément dans ce qui est dominant en nous. Voilà. Et c'est en ça que c'est un outil de connaissance de soi qui va nous permettre aussi d'être plus tolérants avec les autres et avec nous. Se dire, voilà, ben, j'ai certaines qualités qui me manquent pour faire ceci ou cela, et ben, c'est pas grave, je vais faire avec autrement, et je m'adapte comme ça. Ok. Alors, bon, il est déjà tard finalement. Alors, j'ai lu quelques questions. Il y a quand même un certain nombre de questions qui montrent que les gens n'ont pas trop compris. Donc, bon, hein, est-ce que quel type de jeu, pour quel tempérament, Oui, mais je comprends la question, effectivement, oui. c'est pas aussi simple, hein. Bon,
Disons que dans l'esprit, pour simplifier, on va dire que les techniques extrêmes sont réservées à des vitalités importantes. C'est-à-dire qu'un musculaire, un sanguin, il va encaisser des choses qu'un nerveux, un lymphatique ne pourra pas encaisser. Donc, dès que vous vous lancez dans du jeûne ou dans des choses comme ça, plus il y a de vitalité, plus la technique, le jeûne pourra être long, voilà. Mais quand on est dans des extrêmes, quand on arrive vers les cérébrales, quand on arrive vers le digestif, on va être beaucoup plus mesuré dans l'application des techniques naturelles de santé. Que ce soit l'hydrothérapie, l'exercice physique, une cure de phyto, voilà. Donc c'est ça qui est important de comprendre. C'est plus mon énergie est bonne, plus je peux me permettre d'aller dans l'excès, d'aller dans l'expérience importante. Et moins elle est importante, bien sûr, plus je vais devoir gérer cette énergie dans des choses plus facilement applicables au quotidien. Et je vais même peut-être davantage être dans la revitalisation que dans la désintox, dans la stimulation. Ok, dernière question, parce qu'il y en a d'autres, mais on ne pourra pas répondre à tout le monde. Est-ce que tu as des livres que tu pourrais conseiller? Là, en l'occurrence, c'est une jeune naturopathe. Est-ce qu'il y a des livres sur les tempéraments que Alors tu pourrais oui, conseiller? alors dans mon premier bouquin, j'avais fait un chapitre sur chaque tempérament décrit, musculaire, etc. C'est de l'homme dévitalisé à l'homme vivant. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. J'avais prévu de vous montrer donc le livre de Daniel Kiefer, hein, sur le guide personnel des bilans de santé, où là vous allez avoir, bon, c'est pas sur les tempéraments naturaux exclusivement, mais vous allez avoir tous les tempéraments, toutes les typologies qui existent, toutes les analyses de bilan de vitalité qu'on peut faire. C'est un livre exceptionnel, mais au service, voilà, du naturopathe, hein, voilà. Pour le commun des mortels, il faut vraiment être passionné. Si vous êtes intéressé par l'analyse plus psychologique, vous avez l'ABC de psychomorphologie qui est issu des travaux de Louis Cormand. Alors ça, c'est le vieux livre de mon papa avec lequel j'ai grandi. Moi, quand il y a une quarantaine d'années, je lisais déjà ça. Donc vous voyez, ça c'est l'original qui date des années 70. C'est vraiment génial. De morphopsychologie. Donc là, c'est que l'analyse psychologique en fonction des visages. Voilà. Donc c'est vraiment un livre très 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 riche, super intéressant. Voilà. Après, il doit exister des phases de naturopathie où sont abordés un petit peu les tempéraments. Mais là, je ne les connais pas, c'est des livres récents, hein. Voilà. Ok, alors juste, je vais... alors attends, je vais juste montrer. Voilà, c'est ça. Euh, Est-ce que c'est ça que je voulais faire ou quoi? Bon, en tout cas, ce que je montre, c'est ton site. Oui. Alors, c'est ton site juste pour montrer que, bah, à la base, c'est quand même une école de naturopathie, que Jean Brice propose aussi des formations en ligne, hein, avec certaines thématiques qui pourraient vous intéresser. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez le lien qui a été marqué euh, sur la page. Je Oui, remettrai le alors, lien tout à je l'heure. précise que les formations que je propose, il y a des stages à la carte qui ne sont pas réservés à des gens qui se forment à la naturopathie, forcément, hein. J'accueille des gens qui font d'autres formations à côté, des personnes qui veulent apprendre pour eux, hein. C'est voilà, c'est la santé mis au service de tout le monde, hein, voilà. Et on peut faire des stages indépendamment de tout un cursus, bien sûr aussi, hein. Voilà. Voilà, donc là, hop, voilà. Donc j'ai montré ça, comme ça, vous irez voir tranquillement si ça Donc vous là, intéresse. c'est gentil, David. Euh, Qu'ai-je à dire encore? Eh ben écoute, je ne sais pas. Je pense qu'on va finir. Moi, je vais aller manger ma petite soupe du soir. Ben, Euh, bon est-ce- appétit. Merci. Est-ce que tu quelque chose à dire avant la fin? Ben, je veux te remercier de m'avoir accueilli et puis de divulguer comme ça, de répondre aux questions de personnes qui sont un peu perdues. C'était aussi l'idée que je voulais mettre en place quand j'ai fait ma chaîne. C'était de montrer qu'en fait, ma chaîne s'appelle Réflexion naturopathique. C'est de montrer en fait qu'il vaut mieux des fois avoir une réflexion, de montrer jusqu'où on peut pousser la réflexion pour montrer qu'il n'y a pas de vérité.
en médecine, en santé, et qu'il faut être très très prudent par rapport à ce qu'on entend, et que les conseils doivent toujours être individualisés. Et la notion de tempérament nous aide à comprendre qu'on est vraiment différents les uns des autres et qu'il n'y a pas de régime idéal, il n'y a pas de technique de santé miraculeuse. Faites-vous confiance, soyez à l'écoute de vos réactions en fonction des expériences que vous vivez dans ce domaine-là. Et sachez que vous êtes toujours les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour vous. Voilà. Et laissez parfois votre mental de côté. Soyez bien à l'écoute de ce qui se passe en vous et vous verrez, vous ferez les bons choix. Parce qu'aujourd'hui, on voit tellement de choses sur Internet et de choses contradictoires que les gens sont paumés et vont consulter des gourous, des personnes qui leur racontent n'importe quoi. Et comme tout à l'heure, ça crée des dégâts pas possibles et on en récupère de plus en plus. Donc, gardez un peu de lucidité, s'il vous plaît. Tout à fait d'accord. Bon, Et c'est là aussi pour ça, donc c'est ça qui est bien. bon, ben merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'était une nouvelle expérience parce que c'est pas évident de changer ses habitudes. Voilà, moi j'ai mes petites habitudes, questions-réponses. Voilà, c'est un peu différent, ça me plaît beaucoup. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Donc, nous, on se voit dans un nouveau live prochainement, normalement dans 2 semaines. Petite chose que j'ai pas dite au départ, donc évidemment ce sera disponible en podcast comme d'habitude. Et petite chose que j'ai oublié de dire, c'est que probablement je vais changer mes lives. Je vais sûrement supprimer l'actu de la semaine et je vais faire des petites vidéos toutes les semaines si j'ai le temps, que de l'actu de la semaine. Voilà, et du coup le live il sera que pour les questions. On va voir, je commencerai la semaine prochaine a priori. Bon, eh ben on est bon, hein. Je vous souhaite donc une très bonne soirée. Merci d'avoir été aussi nombreux et à bientôt pour un prochain live. Ciao. Merci. Voilà.